la blouse, le podcast qui déshabille les scientifiques. Je m'appelle Élodie Chabrol et j'ai hâte de vous faire rencontrer des scientifiques et partir avec vous à la découverte de ces humains. On va bien sûr parler un peu de science, mais on va surtout beaucoup parler d'eux. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Sous la blouse. Aujourd'hui, je reçois Célia Pelluet, doctorante, bientôt docteur en physique quantique. Bonjour Célia. Bonjour Élodie. Alors je suis vraiment très heureuse de t'avoir aujourd'hui et j'ai hâte que tu te déshabilles à mon micro. Je t'ai découverte il y a quelques semaines et vu tout ce que tu fais, j'ai vraiment très hâte que tu nous racontes ça. Mais bien sûr, on va commencer traditionnellement avec la blouse virtuelle sur le dos pour que tu nous racontes tes recherches. Et juste avant ça, question tradie, est-ce que tu as une blouse quand tu es au labo ? Et non, je ne porte pas de blouse au labo. Alors, est-ce que tu portes autre chose qu'une blouse ? Alors, quand je suis au laboratoire, je porte des vêtements normaux avec des chaussures fermées pour éviter les possibles blessures. Mais quand je vais dans l'avion 0G, je porte une combinaison de vol. Voilà, petit teasing pour la suite. Ouais, exactement. Donc, tu vas nous raconter ce que tu fais comme recherche et puis après, tu nous raconteras cette histoire d'avion et de combinaison de vol. On a hâte de découvrir tout ça. Donc, tes recherches, j'ai dit physique quantique. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que tu fais ? Alors, la physique quantique, c'est la physique de l'infiniment petit. Donc, moi, je travaille avec de la physique à l'échelle des atomes. C'est pour ça qu'on dit que c'est de la physique quantique. Moi, je travaille sur un principe qui s'appelle l'universalité de la chute libre. Mmh. C'est un principe qui dit que dans le vide, si on fait tomber un marteau ou une plume, même s'il y a une différence de masse entre les deux, ils tombent en même temps dans le vide. C'est l'universalité de la chute libre. On les voit, ces vidéos, parfois sur Insta ou sur YouTube, où on voit des plumes tomber en même temps d'une boule de bowling, en fait, en même temps. Exactement. S'il n'y a pas les frottements de l'air, en fait, ça se vérifie expérimentalement. Des objets de masse différente tombent en même temps, ils subissent la même accélération. Ouais. Et alors ça, c'est un principe qui date de très longtemps, mais qui est nécessaire de vérifier expérimentalement très précisément. D'accord. Alors, pourquoi il est nécessaire de le vérifier ? Déjà parce qu'il a pas de raison d'être vrai. C'est un principe qu'on a seulement observé expérimentalement, sur lequel on a basé finalement les modèles mathématiques, mais il n'a pas été prouvé. La seule façon de le prouver aujourd'hui, c'est de vérifier effectivement que cette équivalence entre les chutes, elle est toujours vraie avec une grande précision. Et donc toi, tu fais tomber des atomes ? Exactement. Je veux vérifier ça à l'échelle des atomes. Donc je fais tomber des atomes de masse différentes, non du rubidium et du potassium. Voilà. Ok. Et on veut tester ça en les faisant tomber longtemps. Alors qu'est-ce que ça veut dire tomber longtemps ? C'est que moi je travaille dans des enceintes à vide. Donc on fait un vide très poussé dans une boîte globalement. On met les atomes et on les fait tomber dedans. Le problème c'est que quand on est sur Terre, très vite ils vont tomber sur le bas de la boîte, quoi. Ils vont tomber au sol. Et ça pour nous c'est un problème parce qu'en physique quand on veut faire une mesure précise, on veut faire une mesure très longue, sur des très longues durées. C'est quoi très long ? Très long, ce serait idéalement pendant plusieurs secondes, plusieurs minutes, plusieurs heures, voire même années. Il faudrait une énorme boîte, quoi. Voilà, soit on fait une énorme boîte, genre une tour, soit ce qu'on peut faire, c'est en fait tomber avec les atomes, les regarder tomber plus longtemps. Donc c'est un peu comme si on les lançait en l'air, qu'on suivait leur mouvement, et puis qu'on tombe avec eux. Genre saut en parachute avec les atomes, quoi. Voilà, ou genre saut dans un avion avec les atomes. Et voilà, ça y est, on revient à l'avion, donc c'est ça que tu utilises ? Exactement, donc le but de faire ça, c'est que l'avion, il va faire des trajectoires paraboliques dans le ciel, donc concrètement, c'est comme si on lançait l'avion en l'air et qu'on le récupérait. Donc en gros, il monte, il descend, quoi. Exactement, il monte, il descend, il fait ça plusieurs fois pour qu'on puisse faire plusieurs expériences. L'avion, c'est un avion commercial, c'est un A310, qui est vidé de ses sièges et dans lequel on met différentes expériences. Alors il y a la nôtre, il y en a d'autres. Et pendant une campagne de vol, on fait 3 matinées de vol. Et pendant chaque matinée de vol, on a 30 paraboles. Donc 30 fois 22 secondes de microgravité. Waouh, ok. 22 secondes, du coup, c'est long pour le coup. C'est long par rapport à on aurait une dizaine de millisecondes sur l'expérience si on était au sol normalement. Et là, on peut avoir jusqu'à 22 secondes. Ouais, c'est énorme. Et ce qui nous intéresse, nous, c'est à la fois de faire cette mesure longue, mais aussi la physique, en fait, quand on est dans un référentiel en chute libre, elle est un peu différente. Donc nous, on veut l'étudier. Alors pourquoi on veut l'étudier ? C'est parce que réellement, cette mesure, pour le principe d'équivalence, c'est l'autre petit nom de l'universalité de la chute libre. D'accord. Pour les repas du dimanche, si on a envie de se la péter.
D'ailleurs, il s'appelle même principe d'équivalence faible, parce que le principe d'équivalence regroupe plusieurs sous-principes. Et moi, D'accord. celui sur lequel je travaille, c'est le faible. Ok. Et donc, pour vérifier ce principe, il faut faire cette mesure pendant vraiment longtemps. Pour le coup, intégrer la mesure pendant des années. Ah Donc, ouais, la seule façon de tomber pendant des années, c'est en fait de se mettre dans l'espace. d'accord. Quand on a un satellite qui est en orbite autour de la Terre, on n'est pas sans gravité. Des fois, on a un peu l'idée reçue, on se dit, ah bah Thomas Pesquet dans la station spatiale, il tombe pas. Mais si, en fait. Il tombe continuellement autour de la Terre en la ratant à chaque orbite. D'accord. C'est comme ça qu'on peut voir le fait d'être sous orbite, c'est qu'on a été lancé très très loin et on rate le sol à chaque tour de la Terre. C'est comme si on tombait sans jamais s'écraser. Ah, c'est moche. C'est moche. Et en fait, quand on pense que dans l'espace, les gens n'ont pas de gravité, si, ils sont soumis à la gravité terrestre, c'est juste qu'en fait, ils sont dans un référentiel, dans une station, qui tombe en même temps qu'eux. Donc comme ils tombent en même temps que la station spatiale autour d'eux, eh ben, ils ont la sensation de ne pas tomber, en fait. D'accord. Ils C'est ont, énorme. on appelle ça une sensation d'impesanteur. Et c'est Ouais. exactement ce qui se passe dans l'avion, sauf que dans l'avion, ça dure seulement 22 secondes, et ça nous permet de tester ce qui se passerait dans l'espace. Et dans l'espace, on pourrait faire la mesure pendant des années. Sauf que avant de faire une mesure de physique fondamentale, comme celle de l'universalité de la chute libre dans un satellite, les agences spatiales, elles vous demandent à financer des études de faisabilité, beaucoup de Ouais. recherches, et notamment à bord de l'avion 0G. C'est pour ça que D'accord. je fais ça. En fait, on essaie de voir comment cette expérience de physique quantique peut fonctionner un jour dans l'espace, donc en attendant dans l'avion. Excellent. Et donc, dans cet avion, tu as ta combi de vol. Exactement. Dans l'avion, on a une combi de vol. On vit en fait l'impesanteur avec notre expérience. Ça doit être une expérience de fou quand même. C'est assez extraordinaire. Déjà, enfin pour moi, c'était un objectif de vie, un truc coché sur la bucket list, clairement. Tu vas nous raconter ça justement, ouais. Et puis c'est aussi une sensation, en fait, très étrange et à la fois pas tant, parce que quand on me demande, je dis souvent, en fait, c'est exactement comme on l'imagine. Genre, je sais pas si t'as déjà rêvé que tu volais, Ouais, bah ou c'est pareil. voilà, c'est pareil, ou comme quand t'es sous l'eau et que tu ressens pas finalement ton Ouais, propre poids. Bah là, c'est vraiment pareil. Tu t'élances, enfin, t'as la sensation de flotter, et c'est exactement comme tu t'y attends en fait. excellent. Et donc, tu as fait combien de campagnes de vol en tout? J'en ai fait 2. Ok, donc six matinées? Ouais, exactement. On m'a remis à la fin de la deuxième campagne un petit badge qui s'appelle un Yuri. C'est le badge qui dit que tu as passé autant de temps en impesanteur que Yuri Gagarin lors de la première mission où il est allé dans l'espace. Excellent, génial. Je pense qu'on pourrait en parler pendant des heures parce que c'est vraiment pas habituel, c'est super original. Et puis, imaginer comme ça l'avion, les expériences, mais il y en a plein. Donc, je vais mettre les liens d'ailleurs pour suivre les réseaux sociaux de 0G parce qu'ils font plein de campagnes. Il y a plein d'autres expériences. Je vois souvent ça passer. Donc, il y a les tiennes, mais il y en a plein. Donc, si jamais les gens sont intéressés d'aller voir ce qui se fait comme expérience à bord de cet avion, je vais mettre les liens pour les réseaux. Mais maintenant, justement, tu disais que c'est un truc de ta checklist, l'impesanteur. Donc, on va enlever cette combi de vol et non pas cette blouse pour s'intéresser un petit peu à toi. La recherche, comment c'est venu? Est-ce que c'est un truc que tu voulais faire petite fille? Raconte-nous un peu comment t'en es arrivé à ça et surtout physique quantique parce que, alors bien sûr, hein, j'aime bien avec ce podcast montrer des nanas qui font des trucs qui sont pas forcément là où on les imaginerait parce que la science c'est pour tout le monde et on a tous les profils qui font un peu tous les types de sciences, mais c'est vrai que généralement quand tu parles de physique, les gens vont se dire c'est un truc de mec. Donc physique quantique, voilà, comment t'en es arrivé là? Raconte-nous tout. Bah, à l'origine, j'aimais beaucoup l'astronomie. Ouais, Comme beaucoup de personnes, je pense, qui se sont intéressées à la physique, l'astronomie, c'est vraiment une porte d'entrée vers la ouais, physique parce qu'on voit les jolies images à la télé. J'avais Le Copain du ciel, ce livre qui nous expliquait comment observer le ciel nocturne pour enfants. Ça m'avait ouais. vraiment fascinée. J'avais des photos de nébuleuses que je mettais dans la maison de ma Barbie, qui était donc une Barbie astrophysicienne. Voilà. Moi, au petit questionnaire où on demande ce qu'on veut faire plus tard quand j'étais en sixième, je réponds, je veux être astrophysicienne. Ok, Ce qui a beaucoup fait rire mes profs du collège de campagne, parce qu'ils se disaient, qui est cette personne? mais pourquoi? Et du coup, je suis allée faire une école d'ingénieur en optique Ouais, parce que suite à la prépa, je me suis vraiment dit que je voulais aller faire des études de physique, comprendre d'accord. les phénomènes physiques. Et dans cette école qui s'appelle l'Institut d'Optique Graduate School, ou Supoptique de son vieux nom sous lequel elle est plus connue, Ouais, bah, on fait vraiment de la physique. Et notamment, il y avait de la physique quantique au programme.
Et du coup, il y avait à la fois un aspect, ça pouvait me permettre de déboucher dans l'astronomie, parce que l'astronomie, c'est une science qui repose beaucoup sur les sciences de la lumière, et à la fois comprendre vraiment la physique à l'échelle de l'infiniment petit. Et j'ai gardé cette hésitation pendant à peu près toute mon école d'ingénieur. Du coup, j'ai fait un stage dans un observatoire au Chili, dans le désert d'Atacama, au Very Large Telescope, pendant 6 mois, pour voir un peu à quoi ça ressemblait l'instrumentation pour l'astronomie, donc vraiment la partie astro. Et dans la deuxième partie de cette césure, j'étais au CNES, donc dans l'agence spatiale, pour là voir ce qui se faisait en technologie quantique pour l'espace. Ah ouais, donc tu as vu les deux côtés en fait. J'ai vu les deux qui m'intéressaient. Et alors, j'ai été passionnée par mon stage au Chili, ça c'est sûr, mais par contre, en termes de physique pure, je me suis rendu compte que moi, ça m'intéressait moins que ce qui se passait dans les expériences de physique quantique expérimentale. Vraiment, moi, j'ai toujours, dans tout mon cursus, je suis restée dans les choses expérimentales avec un truc concret à trifouiller, quoi, des miroirs à aligner, des vis à visser et tout. Je voulais pas rester dans un truc trop théorique. Et en fait, je me suis rendu compte que, et je m'en rends encore plus compte aujourd'hui, qu'en physique quantique expérimentale, c'est un domaine où on va vraiment faire toute la chaîne. C'est-à-dire que ça va de l'imagination d'une expérience pour tester un domaine à la réalisation de cette expérience, donc monter le dispositif expérimental. Ça prend des années, mais on le voit faire et on le fait, on participe vraiment. Et ensuite, la prise de données sur ce dispositif expérimental, l'interprétation le traitement de ces données, puis l'interprétation du résultat. Nous, on fait tout ça. Et des fois, on travaille avec des théoriciens quand il y a des choses qu'on ne comprend pas. Mais globalement, moi, dans ma thèse, par exemple, il y a une partie théorie où j'ai fait les calculs, la partie prise de données, la partie traitement de données, la partie interprétation. On fait vraiment tout du début à la fin, ce qui est très rare en physique, en fait. Et pourquoi la physique ? Est-ce que tu sais, parce que l'astro, mais il y a eu un moment, tu as eu un switch astrophysique à la physique. Qu'est-ce qui t'attire ? Qu'est-ce que t'aimes ? Comprendre, en fait. C'est juste que la physique, c'est une matière qui consiste juste à comprendre vraiment ce qui se passe dans la nature, autour de nous, dans la matière, etc. Et moi, vraiment, j'étais super intriguée, comprendre pourquoi on voit des couleurs, pourquoi la lumière, elle se répand. C'est pas répandre le mot, waouh, c'est pour une physicienne, c'est pas bien d'utiliser des mots aussi peu précis, mais pourquoi la lumière se propage comme elle se propage, pourquoi la matière et réussit à se tenir d'un bloc alors qu'elle est composée de petits atomes. Et tout ça, c'est la physique quantique, en fait, qui nous l'explique. Donc, je voulais vraiment juste comprendre ça. Je prétends pas aujourd'hui comprendre tout ça, clairement. Mais en tout cas, j'ai beaucoup plus d'éléments et j'ai de quoi quotidiennement nourrir ma curiosité. Et alors, du coup, tu as fait cette expérience au Chili et au CNES, et c'est là que tu as décidé de partir faire une thèse de physique quantique ? Voilà, c'est là que quand j'étais à mon stage au CNES, justement, autour des technologies quantiques pour le spatial, c'est là qu'on m'a parlé de la thèse que je fais aujourd'hui à Bordeaux, au LP2N. Et je savais que c'était du coup un laboratoire qui avait de nombreuses applications dans tout ce qui concerne amener une expérience de physique quantique en dehors du labo. Donc il y a des applications sur le terrain pour faire de la sismologie, de l'étude du champ de gravité en local. Il y a des applications pour faire ce que je fais, c'est-à-dire dans l'avion 0G ou alors dans l'espace. Il y a des applications aussi pour les mettre sur des bateaux, par exemple. Donc moi, j'aimais beaucoup cet aspect. À la fois, c'est la physique quantique, donc il y a un côté fonda, un côté passionnant, et à la fois très appliqué. Donc tu as une expérience dans les mains, puis tu vas sur le terrain. C'est génial. Ça donne. Alors, pour le coup, moi, je t'avouerais que la physique, c'est vraiment le truc sur lequel je galérais le plus. Je crois que mon plus beau partiel, c'était 0,5 en physique. Voilà. Moi, j'ai eu 3 mon partiel d'optique quantique en master. Donc Ah, t'as eu 3 ? Non, mais c'est ça qui est intéressant. Donc, t'as eu une mauvaise note, mais t'as quand même réussi à gérer. Ouais. En fait, typiquement, pendant mes études d'ingénieur, en école d'ingénieur, je faisais beaucoup d'associatifs, beaucoup de choses. Et du coup, j'étais pas très, très sérieuse sur les cours. Par contre, j'étais super motivée sur les TP et sur les stages. Et, du coup, mes résultats scolaires étaient pas brillants sur la fin de mes études parce que j'en avais globalement marre de m'asseoir derrière un bureau et de réviser et tout ça, et c'était compliqué pour moi. Et puis que c'est des matières qui sont vraiment difficiles. Mais j'étais tellement motivée par le labo, par le concret, que en fait, c'est via mes stages que j'ai trouvé ma thèse. C'est via mes stages que je me suis fait un CV dont aujourd'hui je n'ai pas à rougir. Mais en réalité, si on prend purement mes notes de master, etc., c'était pas brillant. Mais non, mais ça, je pense que ça fait du bien à entendre, parce qu'on a toujours l'impression que quelqu'un qui fait de la recherche, c'est forcément quelqu'un qui est brillant dans plein de domaines
et souvent forcément dans son domaine. Mais tu vois, que tu dises ça, je trouve que c'est libérateur parce que ça permet de se dire, ok, bah, même si t'aimes la physique, t'aimais pas toute la physique, t'aimais pas forcément t'asseoir derrière un bureau à bosser sur de la théorie, mais par contre, dès qu'on te donne des trucs à trifouiller, t'es là, quoi. Exactement. Et puis en fait, le truc important, c'est que la recherche, c'est un domaine d'excellence, c'est vrai, mais l'excellence, elle se trouve pas juste en étant le plus intelligent ou la personne qui a les meilleures notes. L'excellence, elle se trouve en étant la personne la plus motivée, en fait. Ouais. Donc, il y a un côté un peu, alors c'est un grand mot, mais il y a un côté autiste dans le côté, je vais me mettre à étudier ce truc à fond. Ouais. Et en fait, ce truc-là, on ne le trouve que quand on trouve sa voie. Donc, dans les études où on étudie plein de choses différentes, ouais. Bah, c'est compliqué d'être vraiment à fond là-dessus. Ouais. Mais tu le vois souvent quand tu avances. Tu vois, moi j'ai vu la différence par exemple en début de fac où c'était, il y avait de la bio, de la physique, de la chimie et des maths où j'étais vraiment pas super bonne au master où je faisais que de la génétique et là bah, j'avais de meilleures notes parce qu'effectivement j'étais motivée parce que je me retrouvais avec ce que je voulais faire, quoi. Mais complètement. Après, la difficulté en physique, c'est que par exemple les maths sont un outil indispensable pour faire de la physique et notamment de la physique quantique. En fait, la physique quantique, on la comprend parce que les maths se tiennent. Donc si tu comprends pas les maths, tu comprends pas vraiment la physique derrière. Donc il y a un ping-pong à faire. Sauf que quand tu comprends que dans ce cas-là, tu utilises les maths vraiment comme un outil de compréhension et de modélisation de la nature et du réel, et ben là, tu es beaucoup plus motivé à comprendre comment fonctionnent les espaces vectoriels, parce que tu sais qu'en fait, ça représente vraiment ce qui se passe dans ton atome. Alors que jusque-là, dans le système scolaire, on a un peu voulu nous vendre les maths pour les maths. Qui existe et ce qui est bien aussi, hein, j'ai pas envie de me mettre les chercheurs et chercheuses en maths à dos, mais en tout cas moi dans ma pratique de la science, les maths c'est vraiment un outil pour faire ce qui m'intéresse, c'est-à-dire comprendre la matière. Et d'ailleurs, petite transition sur la suite, mais donc on peut ne pas être très très bon en master et avoir un prix Jeune Talent de la Fondation L'Oréal. Exactement. Et c'est bien, ça apporte la suite. Donc là, tu es en toute fin de thèse, tu viens tout juste d'avoir le prix, donc c'est le prix Jeune Talent 2023. Ouais. De la Fondation L'Oréal. Tu l'aurais imaginé quand tu étais en master? Eh bah, pas vraiment, non. Je pense que j'ai bien choisi mon sujet de thèse aussi, ce qui est vachement sur comment va se passer le doctorat et sur comment on réussit ou pas en doctorat. Moi, j'ai choisi un sujet qui me passionne et qui, du coup, quand j'en parle, en général, passionne. Donc, je pense que ça a beaucoup aidé pour, typiquement pour ce type de prix, parce que c'est aussi tourné vers comment on communique autour de ce qu'on fait. Et j'ai un directeur de thèse qui vraiment m'a soutenu dans le process de faire ce dossier, etc. Et qui a beaucoup cru en moi, en mon profil, et donc j'en suis très reconnaissante. Et en fait, en master, moi je savais que j'étais dans un cursus d'excellence quand même, parce que quand on fait un master d'optique quantique dans une grande école d'ingénieurs, on a beau être à Bordeaux et pas à Normal Sup à Paris, on sait quand même qu'on est dans un cursus sélectif et d'excellence. Mais voilà, j'étais pas. Alors, en fait, je mens un peu quand je dis que j'étais pas bonne en master parce que j'ai majoré mon master. Mais pourquoi j'ai majoré mon master? C'est parce que le plus gros de la note finale, c'était sur le stage. Ah, ok. Stage que j'ai fait sur mon sujet qui est mon sujet de thèse aujourd'hui. Donc, il y a une cohérence dans tout ça. Mais par contre, sur les questions théoriques, effectivement, j'étais clairement pas une bonne élève. Et ben voilà, donc t'es pas une bonne élève sur les questions théoriques, mais au final, t'as eu ce prix. Il va te permettre quoi? Alors déjà, il vient avec un prix financier. On a 15 000 euros. Et moi, j'aimerais beaucoup utiliser cet argent en partie pour organiser des événements autour de la médiation scientifique. Parce que moi, j'aime beaucoup ça. Ouais. Et je trouve que c'est très important, encore plus aujourd'hui, et encore plus sur des domaines comme la physique quantique, de casser le mur qu'il y a entre le grand public et la recherche. Ouais. Je pense que tous les chercheurs et chercheuses n'ont pas forcément ni l'envie ni les capacités d'être les porteurs de parole, d'être les passeurs de science. Et c'est normal. Et je pense qu'il ne faut pas non plus forcer tous les chercheurs et chercheuses qui n'en auraient pas envie ou les moyens. Par contre, moi, je sais que j'aime beaucoup faire ça. On va en parler. Et du coup, forcément, là, pour le coup, j'ai pas envie qu'on m'empêche de le faire. C'est quand même dommage. Et donc, du coup, j'ai envie de participer à ce que le grand public ait moins peur de la recherche. Parce que non seulement c'est financé par l'argent public, la recherche, donc c'est du savoir qui appartient à tout le monde. Ouais, complètement. Mais en plus, c'est passionnant et c'est une façon de penser et de voir la nature
qui est, je pense, indispensable aujourd'hui dans un monde qui est régi par les technologies et par finalement les sciences. Eh bien, ne pas partager le savoir des sciences, c'est aussi ne pas partager le pouvoir sur un monde dans lequel la connaissance, c'est une forme de pouvoir. C'est beau ce que tu dis, j'aime bien. Et du coup, finalement, c'est politique, mon engagement. Ouais, non, mais c'est bien. Bah, tu sais, tu prêches une convaincue. Hein. Bah oui, j'imagine. Oui. T'as déjà une idée de quel genre de choses t'aimerais faire avec ? Bah, c'est encore à l'état de projet, donc je vais pas rentrer dans les détails, mais j'aimerais bien peut-être organiser des événements autour de l'humour et de la science, qui puissent réunir un peu un public plutôt de théâtre ou plutôt d'humour, et un public de vulgarisation pour parler de... Et puis la recherche aussi, quoi, et des chercheurs et chercheuses. Ah, ça serait top. Et ça me fait... j'aime bien parce que tu me fais mes transitions de base. Donc justement, tu parles d'humour, tu parles de théâtre. Est-ce que par hasard, tu ferais ce genre de choses en dehors du labo ? Il me semble que tu as un emploi du temps super chargé en ce moment. Est-ce que tu veux nous raconter ce que tu fais en dehors du labo ? Parce que tu travailles dur au labo, tu viens d'avoir ce prix L'Oréal, mais tu fais des trucs de fou. Enfin, moi, je suis très fan. En dehors du labo, qu'est-ce que tu fais ? Bah, merci beaucoup. Alors, c'est toujours compliqué de dire... Je fais de l'humour, globalement. Ouais. Je suis humoriste. Ouais. On range ça des fois dans le stand-up. C'est compliqué parce que le stand-up a une certaine définition et moi, je rentre pas complètement avec ce que je fais dans la définition du stand-up. Mais globalement, je monte toute seule sur scène dans des comedy clubs, ouais. Majoritairement dans des bars, dans des caves de bars, notamment, pour faire des sketchs. Donc, des sketchs d'une dizaine de minutes où je parle de moi, de ma vie, avec humour. Et du coup, je parle un peu de mon quotidien de chercheuse et j'essaye des fois de vulgariser certaines notions de science. C'est un travail en cours parce que vraiment, c'est pas du tout facile de faire vraiment de l'humour en parlant de science. Mais c'est ce que j'essaye de faire pour en tout cas intéresser un public un peu plus large au fait d'être chercheur et chercheuse. C'est génial. Moi, je trouve que c'est parfait parce que il y a encore quelques années, tu vois, quand on a lancé Pint of Science, au final, à l'époque, c'était très sérieux. La science, il fallait que ce soit un peu plus formel, un peu plus sérieux. Et je me suis heurtée à beaucoup de murs de gens qui me disaient, non, mais ce ton-là, la science, c'est sérieux. Bah oui, mais au final, la science, ça peut être aussi très cool. On peut en parler, on peut être très scientifique, mais en parler avec humour. Et c'est une porte d'entrée géniale, en fait. Mais complètement. Et globalement, en fait, en humour, en stand-up, on prend des sujets sérieux. Très sérieux, en fait, le cœur des sujets de stand-up, alors sauf exception, il y a des fois des sujets très quotidiens, mais globalement il y a des sujets très graves et très sérieux qui sont utilisés, enfin qui sont abordés par l'humour. Donc l'argument de dire non, la science c'est sérieux, donc tu peux pas la dégrader en gros en en parlant avec humour, mais pas du tout justement. C'est parce que c'est un sujet sérieux qu'il faut qu'il soit traité de toutes les manières possibles. Et par le stand-up, pourquoi pas. Moi je le fais en musique. Ah ouais, donc attends. Tu es humoriste et tu fais aussi de la musique. Non, mais c'est ça, en fait. Attends, j'ai une question. Est-ce que tu dors ? Bah alors, déjà, ce que je réponds souvent à ça, c'est que... non. Alors, en vrai, si, je dors. Mais c'est juste que souvent, là, par exemple, les autres chercheuses que j'ai rencontrées avec le prix L'Oréal, t'en as qui font du sport à un niveau intensif, t'en as qui font beaucoup, beaucoup d'activités autres. Bon, moi, je vous cache pas que, globalement, je fais de la musique, de la science, de l'humour. Le reste... pas trop, genre j'ai pas de vie familiale, j'ai pas d'enfants, je fais très peu de sport, trop peu de sport certains diraient, mais très peu de sport. Globalement, ça prend le plus clair de mon temps, et puis c'est un temps aussi que je considère aussi comme un temps d'amusement. Quand je vais dans les comédie clubs, je suis aussi avec mes copains, copines du stand-up, et puis c'est aussi un vrai plaisir. Donc c'est pas que un hobby pour moi, mais c'en est un quand même. Oui, bah oui, c'est clair. Et la musique, est-ce que c'est de la musique donc qui a rien à voir avec l'humour, ou tu mêles les deux ? Raconte-nous. Et puis, du coup, tu fais de la musique, c'est un instrument en particulier ? Alors, il y a un peu de tout. Ouais. À la base, moi, je suis chanteuse. Quand je dis que je suis musicienne, c'est vraiment ça, mon instrument, c'est la voix. Ouais. Je chante depuis toute petite. Ça, pour le coup, j'ai pas appris pendant mon doctorat. Je me rappelle. Et je fais aussi de la guitare pour m'accompagner. Et alors, en musique de base, je chante dans un groupe de rock. Ouais. Donc ça, c'est le côté vraiment musique. Qui s'appelle comment ? Qui s'appelle Ghost PM. Ghost comme un fantôme et PM comme l'après-midi. D'ailleurs, on sort notre album très bientôt. On a notre fête pour sortir l'album le 9 décembre à Bordeaux, si ça vous intéresse. Et il y a un album qui sortira à suivre. Très bien. On va suivre ça. Donc, ok. Et musique dans ton groupe de rock, ouais. Exactement. Et après, quand j'ai voulu monter sur scène pour faire de l'humour, je savais que moi, ma force en tant qu'artiste, c'était... Je faisais du théâtre d'impro, donc je savais que je pouvais être drôle un peu en théâtre. Mais c'était pas forcément mon plus gros point fort. Je savais que mon point fort, c'était que je savais chanter. Donc je me suis un peu cachée derrière ça au début, en me disant je vais faire des chansons humoristiques,
comme ça, au pire, si je suis pas drôle, les gens ils se diront, elle chantait bien. Ce qui m'est arrivé en sortant de scène, qu'on insiste sur le fait que je chantais bien. Mais bon, on fait avec ce qu'on a. Ouais. Et en fait, je me suis pris au jeu et j'adore cet exercice. J'écris des chansons à thématique humoristique. Et bah du coup, je vois que ça marche vachement parce que ça change, ça donne un côté frais, un côté nouveau. Et donc les gens aiment beaucoup et moi, ça m'amuse beaucoup. Donc je fais ça comme ça. Il faut absolument que les gens te suivent sur Insta. Je vais mettre le lien pour qu'ils voient tout ça. Et la première fois que tu es montée sur scène pour faire justement de l'humour, c'était quand? Ça a fait quoi? Alors la toute première fois... Ça doit être flippant. C'était très flippant. La toute première fois, c'était en 2018. Et c'était dans le cadre de mon école d'ingé. On avait participé à un concours qui s'appelle le Campus Comedy Tour. Dont le but était de trouver l'étudiant le plus drôle de France. C'est comme ça qu'ils vendaient leur concours. Ils étaient dans les écoles. Et donc, nous, on organisait l'événement dans mon école et il fallait présenter un sketch devant l'amphi rempli de nos potes, quoi, de nos camarades de classe. Et ensuite, c'était filmé et il y avait un concours pour arriver en finale. Donc, la première fois que je monte sur scène, c'est en duo, avec un duo d'humour musical, avec un copain à moi qui s'appelle Cerise. Cerise avec un Y, c'est son nom de scène. Aujourd'hui, il fait de la musique professionnellement. N'hésitez pas à suivre ça, j'en profite pour placer. Voilà. On avait fait un sketch et en fait, on est allé en finale. Et la finale, c'était sur la scène de la Cigale à Paris. Donc en fait, ma deuxième scène de stand-up de ma vie, c'était à la Cigale à Paris. Donc dès le début, ça a été à la fois extrêmement flippant, clairement. Mais extrêmement motivant, complètement fou comme expérience d'entendre... je sais plus combien de personnes à la Cigale, mais au moins 500 personnes qui rient en face de toi, c'est grisant. C'est complètement fou. Ah ouais, bah, j'imagine, ça doit être fou. Et là, récemment, il y a un mois, t'es passé sur France Inter. Ouais, j'ai eu la chance qu'on m'ait proposé ça. En fait, donc là, ça fait 1 an aujourd'hui que je fais du stand-up toute seule à Bordeaux et que je tourne beaucoup dans les comédie clubs. Et donc France Inter est venue enregistrer leur émission le Grand Dimanche soir à Bordeaux. À l'auditorium de Bordeaux, qui est une salle avec quand même quasiment 1000 places. Donc, il y a près 1000 personnes dans la salle. Et ils voulaient une humoriste de Bordeaux pour faire ce qu'ils appellent une carte blanche de 3 minutes. Donc, on m'a proposé. J'étais ravie de faire ça. Et donc, j'ai pu faire comme ça 3 minutes avec quelques blagues que je mets dans mes stand-up devant les 1000 personnes de la salle et en direct à la radio. Et c'était carrément de la pression. Je vais mettre le lien également parce qu'il me semble qu'il y a une vidéo YouTube qu'on peut retrouver. Ouais, exactement. Mais félicitations, en fait, c'est génial, ça a dû être chouette. Le truc que tu as envie de faire là maintenant en humour, ça serait quoi? Écrire un spectacle. Parce que pour l'instant, je fais beaucoup des petits bouts de 10 minutes, 20 minutes selon les scènes qu'on me propose. Et là, j'aimerais faire un fil conducteur à tout ça et faire un spectacle qui parle à la fois de science, à la fois de musique, à la fois de la vie quotidienne. En fait, un spectacle qui parle de moi. Globalement, c'est ce qu'on fait en seul en scène. On est très mégalo. On parle de nous en pensant que c'est les gens. Et là, du coup, je voudrais prendre ça, mon parcours, comme prétexte pour aussi expliquer aux gens ce qui se passe dans les labos, ce que c'est que de faire de la science, pour un peu casser l'image du chercheur, qui déjà peut être une chercheuse, mais qui en plus peut être, comme tu le disais tout à l'heure, avoir des profils super diversifiés, quoi. Complètement. Tu me gardes un ticket, hein. Je réserve direct. Il n'est pas encore écrit, le spectacle. Tu auras au moins une personne dans ta salle. Non, mais c'est génial. Ça serait génial, franchement. Enfin, je suis vraiment hyper contente de t'avoir parce que, tu vas avoir une physicienne en physique quantique qui fait de l'humour, tu vois, de la musique et tout. C'est vraiment génial parce que dans ce podcast, c'est ce que j'ai envie d'avoir. C'est plein de gens différents qui font des trucs de fou. Des trucs de fou ou pas d'ailleurs, mais en gros, montrer un chercheur ou une chercheuse. Déjà, un chercheur, ça peut être une chercheuse. Puis on n'est pas toujours tous vieux avec des cheveux gris et une blouse. Exactement. On peut avoir une combi de vol, une guitare à la main et faire des blagues. Exactement. Et on n'est pas tous non plus asociaux et cachés derrière les... Alors, bien sûr qu'il y a des chercheurs et chercheuses qui préfèrent rester cachés dans leur labo et grand bien leur face et il faut les laisser tranquilles. Mais des fois, il y en a qui aiment bien aussi monter sur scène et faire des blagues. Ça existe. En fait, la pop culture, elle est pleine de clichés. Je vois plein de personnages dans les films, dans les séries. Ça commence à s'améliorer, mais il y en a encore quand même pas mal. Où c'est généralement les scientifiques qui détruisent le monde ou qui sont incompréhensibles ou qui sont vraiment... Genre, quand tu vois Big Bang Theory, j'adore cette série, mais il y en a pas un qui est normal, quoi. Et c'est pas possible. Et voilà, donc le podcast, c'est pour montrer... alors, vous voyez Big Bang Theory, voilà les vrais gens. Tous les trucs qu'on voit des scientifiques, si jamais tu connais pas des chercheurs ou des chercheuses, tu te rends compte que
Tu te rends jamais compte en fait que les gens sont trop cool. Pour le coup, mon labo pour ça est un bon contre-exemple parce que juste dans mon couloir de labo, il y a ma copine Louisa qui fait aussi une thèse en physique quantique expérimentale comme moi et qui est aussi violoniste et chanteuse dans un groupe de métal acoustique. Non. Ouais, exactement. Donc on s'est bien trouvé. Qui s'appelle Fucking Fougère, d'ailleurs, si ça vous intéresse. Pareil, dans le même couloir, mon pote Paul qui fait de la guitare, de blues et de rock. On a notre copine Élise qui fait de la batterie. Enfin, on est vraiment un labo un peu d'artistes aussi. Ouais. Et on a trouvé aussi une bande de copains via ça parce que, ouais, effectivement, on est vraiment loin de Big Bang Theory dans mon labo. Ouais. Il y a aussi que des fois, j'ai l'impression que les gens le cachent. C'est-à-dire qu'ils sont dans le milieu professionnel et ils parlent pas de leur passion parce qu'ils ont l'impression que, justement, ça fait pas sérieux. Moi, pendant très longtemps, j'ai caché à mon directeur de thèse et certains de mes collègues que je partais le soir du labo pour aller faire du théâtre d'impro ou à l'époque, c'était pas encore de l'humour, mais en tout cas, ouais, le théâtre d'impro, vraiment, je me cachais parce que j'avais l'impression que ça allait être vu comme quelque chose de pas sérieux, qui allait me décrédibiliser. Et puis, Ouais. quand on est une femme dans un labo de physique, on est déjà malheureusement moins crédible, en fait. Mais alors, en plus, si tu rajoutes à ça que tu fais des blagues avec ta guitare sur scène, dans des caves à Bordeaux, en chantant des chansons d'amour pour Thomas Pesquet, autant te dire que la crédibilité est quand même peu présente. Écoute, c'est bien que ça se développe de plus en plus. On a Noémie Paillon d'ailleurs dans la même saison, elle qui fait des photos. Elle est modèle et c'est pareil, elle osait pas trop en parler. Moi, c'était juste la com scientifique. Au début, on m'a dit de cacher ça, tu vois. J'ai l'impression qu'en fait, il y avait une espèce de tradition. Si tu fais autre chose que de la science, il faut pas trop en parler. Ça va te décrédibiliser, surtout si c'est cool. Mais c'est de moins en moins le cas, donc il faut en profiter. Et puis, voilà, vous avez sous la blouse pour voir les hobbies, etc. des gens. Alors, je vois que tu fais de l'humour. J'ai forcément une question toute pourrie à te poser. Est-ce que tu as une blague préférée de science, si possible ? C'est ma blague préférée, parce que c'est moi qui l'ai écrite, donc, et là, c'est pas de la fausse modestie. Il y a encore du boulot pour que ça devienne les blagues les top du top. Donc, moi, je dis que moi, je travaille sur l'universalité de la chute libre. Et c'est un principe qui dit que la chute d'un objet est indépendante de sa lourdeur. Et ça, c'est à ne pas confondre avec l'humour, parce que dans ce cas-là, la lourdeur de la chute d'une vanne, c'est un principe quand il s'agit des blagues de Bigard. Voilà. J'étais sûre que t'allais arriver. J'ai entendu lourdeur plutôt que masse. Je me suis dit, elle va arriver sur un truc lourd. Exactement. Mais voilà, juste notre cher Jean-Marie Bigard. Très bien. Écoute, elle est bien. Et ravie de se réputer comme l'humoriste le plus lourd. Le plus lourd de France. Bah oui, il n'y a pas de principe d'équivalence possible pour ses blagues à lui. Ou de l'univers. Il y a rien qui... C'est ça. Écoute, excellent. Et si vous voulez écouter d'autres blagues, de toute façon, je vais mettre tous les liens pour te retrouver. On arrive à la fin du podcast. Moi, j'avais rapidement, peut-être, tu fais plein de trucs. Tu as dit que tu faisais pas grand-chose d'autre. En fait, ce qui te rebooste, j'avais envie de te demander ça, mais je suppose que c'est d'être sur scène et de t'amuser, et d'être avec ta guitare et de faire des blagues. Oui, complètement. Bon, après, comme tout le monde, j'adore aller boire des verres avec mes amis, passer des moments avec mon copain, mais c'est sûr que la scène, c'est quand même un truc qui me donne clairement envie de me lever tous les matins et qui me motive, quoi. Et si tu avais le choix entre la scène ou la science ? Ce serait très très dur. Pour l'instant, ce choix s'impose pas à moi, puisque de toute façon, je pourrais pas vivre de la scène. Donc la science, c'est aussi pour moi la sécurité. Mais en fait, même si je passais quelques années à faire de la scène, je pense que je reviendrais à la science après quelques années. Parce que, ouais, ça te manquerait trop. Bah oui, l'exercice intellectuel que c'est de faire de la recherche, de se poser des problèmes et de les résoudre, etc., c'est quand même une sorte de satisfaction intellectuelle qu'on trouve pas ailleurs, quoi. Je suis bien d'accord avec toi. C'est très bon. On va bientôt finir ce podcast. Là, on arrive vraiment à la toute fin. On a vraiment discuté de plein de choses et je suis très, très contente de t'avoir eu à mon micro. Est-ce que tu as un mot de la fin pour terminer ce podcast ou quelque chose qu'on n'a pas encore eu le temps d'aborder ou sur lesquels tu voudrais revenir ? Je voudrais insister sur le fait que la physique, c'est un des domaines scientifiques où il y a le moins de filles, malheureusement. On est moins de 20%. Et du coup, mon message, il s'adresse à toutes les jeunes filles ou moins jeunes filles qui veulent faire des sciences ou sont déjà dans les sciences. Venez et restez. C'est vraiment pas un domaine de mecs, même la physique quantique, même si ça peut faire peur, etc. C'est vraiment pas fait pour les garçons. Il y a la place pour les femmes et c'est d'ailleurs encouragé. Et plus on sera nombreuses,
meilleures seront les atmosphères aussi de travail. Et moi, j'ai la chance de faire de la physique avec ma meilleure copine au labo. Et j'espère que toutes les scientifiques qui veulent faire des sciences auront, comme moi, la chance de trouver leur meilleure copine au labo. Et voilà, les filles, venez faire des sciences, c'est passionnant. Et ça peut être très sexy au sens de très sympa à expliquer aux gens et à montrer comme quand on fait des choses dans un avion 0G par exemple. Bah écoute, c'est un super message. Terminer ce podcast là-dessus, je suis vraiment très fan. C'est effectivement la physique, mais pour toutes les sciences, les filles, venez, vous serez soutenues. Je pense qu'on est dans une période où on se rend compte que c'est pas forcément toujours facile, mais justement, on fait beaucoup plus attention. Il faut que la science soit aussi étudiée par des femmes, parce qu'on a besoin de femmes en sciences. Comme dit L'Oréal... C'est le monde a besoin de science et la science a besoin des femmes. Et voilà, exactement. Donc, on va terminer avec ce slogan de la Fondation L'Oréal qui est super vrai. Et en tout cas, mais merci beaucoup Célia. On a raconté plein de trucs. Je vais mettre 1 milliard de liens en description pour que les gens puissent voir tout ce que tu fais, te contacter, suivre tout ça. On va suivre tous les groupes de musique dont tu nous as parlé, mais surtout le tien. Et surtout, j'aimerais terminer par te souhaiter bon courage pour ta soutenance, parce que tu vas passer de doctorante à docteur le 17 novembre, donc très bientôt. Donc à très bientôt du côté docteur. Et puis merci beaucoup à toi d'avoir partagé tout ça avec moi aujourd'hui. Bah, merci à toi de m'avoir invitée. À bientôt. À bientôt. Voilà, ça y est, c'est tout pour cet épisode de Sous la blouse. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à le noter sur votre plateforme de podcast préférée et à le partager. En attendant, vous pouvez me retrouver sur Twitter @soulablouse et sinon, à très bientôt pour un prochain épisode.